Comment puis-je, en tant qu'individu, maîtriser et résoudre l'augmentation des tensions et de la fièvre de guerre entre l'Inde et le Pakistan? Cette situation crée un état d'esprit de vengeance et de représailles en masse. Ce ne sont pas des appels et des arguments d'utilisation. L'inaction est un crime. Comment faire face à un tel problème? Réponse. Pourquoi appelons-nous l'inauguration un crime? Selon vous, il n'y a que deux façons de rencontrer ce problème, à savoir, soit il devient pacifiste, soit exerce un fusil. C'est la seule façon de réagir, n'est-ce pas? C'est la seule façon dont la plupart des gens savent résoudre un tel problème. Pour vous, le fusil et le pacifisme représentent le seul moyen d'action, non? Non? Il pense qu'il répond au défi en exerçant une vengeance avec un fusil entre ses mains ou d'une autre manière. Et si vous pensez que la violence n'est pas une solution, vous devenez pacifiste. En d'autres termes, vous voulez que votre action soit approuvée et l'approbation vous satisfait. Dis « Je suis pacifiste » ou « J'ai un fusil ». Et cette étiquette qui colle à vous, il vous satisfait et pense que vous avez résolu le problème. C'est bien sûr la réaction générale, n'est-ce pas? C'est pourquoi il dit que l'inaction est un crime. C'est un crime, bien sûr, de ces deux points de vue. L'homme qui n'a pas de fusil entre ses mains ou ne se déclare pas pacifiste est pour vous un criminel, car il pense, selon les étiquettes consacrées, conformément à ces deux façons de penser. Depuis cela, vérifions si l'inaction est un crime. Comprendre par inaction le non-opérant selon ces deux règles ou leurs équivalents. Est-ce un crime? C'est un crime de dire que je ne suis pas un pacifiste et je n'ai pas été armé de fusil. Comment diriez-vous une telle chose? Réalisant que les deux sont de simples réactions au défi et que, par réaction, le problème n'est pas résolu. Certes, l'homme qui impose le fusil procède de sa réaction, qui est le produit de son conditionnement nationaliste en tant que citoyen du Pakistan ou, comme il est appelé, manier un fusil n'est qu'une réaction selon votre conditionnement. Et l'homme qui ne marche pas un fusil, qui se fait appeler pacifiste, réagit également en fonction de son point de vue particulier, n'est-ce pas? Ce sont les deux réactions que nous connaissons et nous connaissons tous. En temps de guerre, cela fait du pacifiste un martyr. Et ainsi de suite. Mais ce sont les deux modes d'activité reconnus. Et quand vous partez selon l'une de ces deux normes, avec tout ce qu'ils impliquent, vous vous sentez satisfait, pensant qu'au moins vous faites quelque chose à propos de la guerre et que d'autres reconnaissent que vous le faites. Vous vous sentez satisfait, et ils se sentent satisfaits. Et plus ils sont exercés par des fusils, le mieux. Eh bien, l'homme qui en temps de guerre ne s'organise même pas un fusil. Et il n'est pas appelé le pacifiste, qui est un actif au sens profond du mot, qui ne correspond pas au défi par la réaction, cet homme déclare inactif et, par conséquent, criminel. Pourquoi cet homme est-il criminel? Est-ce inactif? Ce n'est pas toi le criminel, le pacifiste et le fusil. Le criminel, sans aucun doute, n'est pas l'homme qui dit « je ne réagirai pas du tout face à la guerre ». Parce que cet homme n'a pas de patrie, n'appartient à aucune religion, à aucun dogme, aucun guide, ni politique, ni religieux, ni économique. N'appartient à aucun parti, parce que toutes ces choses sont des réactions. Il n'est donc ni pacifiste, ni armé d'un fusil. Et quand un homme ne réagit pas à un défi, mais c'est le défi, il y a cet homme qui appelle inactif. Un inutile, car il ne correspond à aucune de ces deux catégories. Sans aucun doute, tout ne va pas. Le pacifisme et le fusil mangent, car ce ne sont que de simples réactions, et par réaction, ne résoudront jamais aucun problème. Résolvez le problème de guerre que lorsque vous êtes le défi vous-même, et pas seulement une réaction. Nous voyons donc que l'homme qui a imposé le fusil ne résout pas le problème. Au contraire, l'augmentation parce que chaque guerre produit une autre guerre. C'est un fait historique. La Première Guerre mondiale a produit la Seconde Guerre mondiale. La Seconde produira le Troisième, et ainsi de suite. Et face au problème, vous réagissez et dites « je suis pacifiste, je ne manierai pas le fusil et n'irai pas en prison, je vais en souffrir ».
et j'aurai une cause pour laquelle j'agirai. La souffrance, devenir Mars, est toujours une réaction, et par conséquent, ne peut pas non plus résoudre le problème. Mais l'homme qui ne réagit pas face à la guerre en aucun cas est le défi lui-même. Il est en lui-même le disjoncteur des anciennes traditions. Et cet homme est la seule entité capable de résoudre ce problème. C'est pourquoi il est important de vous comprendre, de votre conditionnement, de la façon dont il a été créé et poli. Parce que le gouvernement, le régime, est sa propre projection. Le monde est toi. Le monde n'est pas séparé de vous. Le monde avec ses problèmes est conçu par ses réactions. Et par conséquent, l'amour, comme nous le savons, est une fusion entre deux personnes ou entre les composantes d'un groupe. Il est exclusif et en lui, il y a en même temps souffrance et joie. Quand il dit que l'amour est la seule solution aux problèmes de la vie, le mot donne au mot une signification que nous ne ressentons probablement jamais. Un homme ordinaire comme moi, peut-il connaître l'amour dans son sens? Réponse. Seigneur, n'importe qui peut aimer, mais ne connaîtra l'amour que lorsqu'il sait avoir l'air clairement, sans résistance, sans justification, sans explication. Regardez les choses de près et regardez-les clairement et soigneusement. Quelle est cette chose que nous appelons l'amour? Il dit l'interrogance qu'il est exclusif et que nous connaissons la douleur et la joie. L'amour est-il exclusif? Nous verrons en examinant cela que nous appelons l'amour. C'est l'homme ordinaire, appelle l'amour. Il n'y a pas d'homme ordinaire. Il n'y a que l'homme qui est toi et moi. L'homme ordinaire est une entité fictive inventée par les politiciens. Il n'y a que l'homme, qui est toi et moi, qui vivent dans la fiction, la douleur, l'anxiété et la peur. Maintenant, quelle est notre vie? Pour savoir ce qu'est l'amour, commençons par ce que nous savons. Quel est notre amour? Au milieu de la souffrance, du plaisir, nous savons qu'il est exclusif, personnel. Ma femme, mes enfants, ma patrie, mon Dieu, nous savons que c'est une flamme qui brûle au milieu de la fumée. Nous le connaissons par la jalousie, nous le connaissons par le désir de dominion, de possession. Nous le connaissons dans la perte lorsque l'entité bien-aimée va. Dans ces conditions, nous connaissons l'amour, comme une sensation, non? Quand nous disons que nous aimons, nous connaissons la jalousie, nous connaissons la peur, nous connaissons l'anxiété. Quand vous dites que vous aimez quelqu'un, tout est implicite. L'envie, le désir de possession, la domination, la peur de perdre, etc. À tout cela, nous appelons l'amour. Et nous ne connaissons pas l'amour sans crainte, sans envie, sans possession. Nous verbalisons simplement cet état d'amour qui est sans crainte. Nous appelons impersonnel, pur, divin ou savons combien de plus? Mais le fait est que nous sommes jaloux. Nous avons envie de dominer, en possession, nous ne saurons que cet état d'amour après pour cesser la jalousie, l'envie, le désir de possession et de domination. Pendant que nous l'avons fait, nous n'aimerons pas. L'envie, la possession, la haine, le désir de maîtriser la personne ou la chose que j'appelle le mien, le désir de posséder et d'être possédé. Tout cela est un processus de pensée, non? Mais le processus d'amour est-il? L'amour est-il une chose de l'esprit? En fait, pour la plupart d'entre nous, c'est le cas. Ne dis pas que ce n'est pas le cas. Ce serait stupide de le dire. Ne niez pas le fait que votre amour est une chose d'esprit. Il l'est, n'est-ce pas? Sinon, je n'aurais pas dominé, et je ne dirais pas le mien. Et, comme il le dit, votre amour est une chose mentale. L'amour pour vous est donc un processus de pensée. Vous pouvez penser à l'être aimé, mais pensez à l'être cher, est-ce que c'est l'amour? Quand elle pense à la personne qu'elle aime, elle pense à elle quand elle est partie à ses côtés, lorsqu'elle est absente, quand elle vous a laissé seul. Mais quand elle ne vous provoque pas de l'excitation, quand elle dit « c'est à moi », donc elle n'a pas à penser à elle. Pas besoin de penser à vos meubles. Ils font partie de vous-même, qui est un processus d'identification.
Comme il est destiné à éviter les perturbations, éviter l'inconfort, les angoisses et la détresse. Par conséquent, cela ne fait que rater la personne qui dit l'amour quand il est agité, quand il souffre. Tant que vous possédez cette personne, vous n'avez pas à y penser, car en possession, il n'y a pas de perturbation. Mais lorsque la possession est perturbée, il commence à penser. Et puis il dit « aime cette personne ». Donc, votre amour est une simple réaction de l'esprit, n'est-ce pas? Ce qui signifie que votre amour est un simple sentiment. Et la sensation, bien sûr, n'est pas de l'amour. Pensez à la personne quand elle est à vos côtés, mesdames et messieurs. Lorsque vous l'avez entre vos mains, lorsque vous vous dominez, vous le contrôlez, lorsque vous pouvez dire que c'est le mien ou le mien, il n'y a pas de problème. En sécurité en votre possession, il n'y a pas de problème. Et la société et tout ce qui a construit autour de vous vous aide à posséder sans être dérangé, sans avoir à penser à ce que vous avez. La pensée vient quand elle est agitée. Et inévitablement, il sera agité pendant que votre pense. C'est ce qu'ils appellent l'amour. Positivement, l'amour n'est pas une chose d'esprit. Et pourquoi les choses d'esprit ont-elles rempli nos cœurs? Nous n'avons aucun amour. Les choses de l'esprit sont la jalousie, l'envie, l'ambition, le désir d'être quelqu'un pour réussir. Ces choses à l'esprit ont rempli nos cœurs. Et donc ça dit que vous aimez. Mais comment pouvez-vous aimer lorsque vous avez tous ces éléments générateurs de confusion? Quand il y a de la fumée, comment peut-il y avoir une flamme pure? L'amour n'est pas une chose d'esprit. Et l'amour est la seule solution à nos problèmes. L'amour n'est pas de l'esprit. Et l'homme qui accumule de l'argent ou des connaissances ne peut jamais connaître l'amour, car il vit avec les choses de l'esprit. Ses activités viennent de l'esprit. Et tout ce qu'il touche y fait un problème, une confusion, une misère. Par conséquent, ce que nous appelons notre amour est une chose de l'esprit. Regardez-vous, messieurs et dames, et vous verrez la vérité de ce que je dis. Si ce n'était pas le cas, nos vies, notre mariage, nos relations seraient entièrement différents. Nous aurions une nouvelle société. Nous nous connectons à quelqu'un d'autre, non par fusion, mais par contrainte. Ici, nous appelons le mariage de l'amour. L'amour ne fusionne pas, ne s'adapte pas. Ce n'est ni personnel, ni impersonnel. C'est un état d'être. L'homme qui veut fusionner avec quelque chose de plus grand, qui veut rejoindre l'autre évite la souffrance et la confusion. Mais l'esprit reste en séparation, c'est-à-dire dans la désintégration. L'amour ne connaît ni fusion ni diffusion. Ce n'est ni personnel, ni impersonnel. C'est un état d'être que l'esprit ne peut pas atteindre. Elle peut le décrire, lui donner une désignation, un nom, mais le mot, la description n'est pas l'amour. Ce n'est que lorsque l'esprit sera silencieux que vous connaissez l'amour est. Et cet état de tranquillité n'est pas une chose cultivable. Le cultivar est toujours l'action de l'esprit. La discipline est toujours un produit de l'esprit. Et esprit qui est discipliné, contrôlé, soumis. L'esprit qui résiste, explique, ne peut pas connaître l'amour. Vous pouvez lire sur l'amour. Vous pouvez entendre ce que quelqu'un d'autre cela en dit. Mais ce n'est pas de l'amour. Ce n'est que lorsqu'ils mettent des choses de l'esprit, seulement lorsque leur cœur est vide des choses de l'esprit, il y a de l'amour. Vous saurez alors ce que c'est que d'aimer sans séparation. Nous connaissons le sexe comme un besoin physique et psychologique incontournable. Et cela semble être une cause profonde du chaos dans la vie personnelle de notre génération. Inspirer ou être des jeunes femmes qui sont victimes de l'eau avant pour hommes, la répression et le trafic sont tout aussi inefficaces. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Réponse. Pourquoi nous transformons-nous bientôt en un problème tout ce que nous jouons? Nous avons fait de Dieu un problème, avons fait l'amour un problème, avons fait des relations, avons vécu un problème et avons fait du sexe un problème. Pourquoi? Pourquoi nous faisons un problème?
une chose hideuse. Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi le sexe est-il devenu un problème? Pourquoi nous soumettons-nous à vivre plein de problèmes? Et pourquoi ne pas finir? Pourquoi ne mourrons-nous pas pour nos problèmes, au lieu de les emporter avec nous, jour et année, Le sexe, sans aucun doute, est une question pertinente que j'occuperai plus tard d'un. Il y a cependant un problème principal. Pourquoi faisons-nous une vie un problème? Travailler, sexe, gagner de l'argent, penser, ressentir, expérimenter, enfin, tous nos vies. Pourquoi est tout ce problème? Ce n'est pas essentiellement parce que nous pensons toujours à un certain point de vue, d'un point de vue fixe. Nous pensons toujours à un centre de la périphérie. Et la périphérie est le centre de la plupart d'entre nous. Donc, tout ce que nous jouons est superficiel. Mais la vie n'est pas superficielle. Cela nous oblige à le vivre complètement. Et parce que nous ne vivons que superficiellement, nous ne connaissons que la réaction superficielle. Tout ce que nous faisons à la périphérie créera inévitablement un problème. Et elle est notre vie. Nous vivons la surface et le contenu pour y vivre, avec tous ces problèmes. Ainsi, il y a des problèmes pendant que nous vivons superficiellement à la périphérie. Cette périphérie est le soi et ses sensations qui peuvent être externalisées ou subjectives, qui peuvent être identifiées avec l'univers, avec la nation ou avec tout ce qui est fait par esprit. Alors que nous vivons dans l'esprit de l'esprit, il y aura des complications, il y aura des problèmes. Et c'est tout ce que nous savons. L'esprit est la sensation. L'esprit est le résultat de sensations, de réactions accumulées. Et tout ce qu'elle touche doit nécessairement créer de la souffrance, de la confusion, un problème infini. L'esprit est la vraie cause de nos problèmes. L'esprit qui fonctionne mécaniquement, nuit et jour, consciemment et inconsciemment. L'esprit est une supermodité, une chose superficielle, et nous dirigeons les générations. Nous conduisons notre vie à cultiver l'esprit, ce qui le rend de plus en plus efficace, de plus en plus rusé, plus malhonnête et plus solaire. Étant tous très évidents dans toutes les activités de notre vie. La nature même de l'esprit est l'être malhonnête, solerte, incapable de faire face aux faits. Et c'est la chose qui crée des problèmes. Et elle-même, cette chose, est le problème. Maintenant que nous comprenons, quand nous parlons du problème du sexe, l'acte est-il ou est la pensée de l'acte? Bien sûr, ce n'est pas l'acte. L'acte sexuel n'est pas un problème, ni mange. Mais si nous pensons toute la journée à manger ou autre chose, cela devient un problème pour nous. Ne riez pas et ne vous regardez pas. C'est ta vie. Alors, quel est le problème? L'acte sexuel ou la réflexion sur l'acte? Et pourquoi pensez-vous à cela? Pourquoi développe-t-il cette pensée en tant que théâtre, les magazines, les contes, la mode féminine? Tout cela nourrit votre réflexion sur le sexe. Et pourquoi est-ce que je divertis mon esprit? Pourquoi pensez-vous au sexe? Ah, pourquoi, messieurs et dames? Ce problème vous concerne-t-il? Pourquoi? Pourquoi devient-il un problème central de votre vie? Quand il y a tellement de choses à demander, exigeant votre attention, cela vous donne toute la pensée du sexe. Que se passe-t-il? Pourquoi vos esprits sont-ils si occupés avec lui? Pourquoi est-ce un moyen de s'échapper, n'est-ce pas? Un moyen de libre service complet. Temporairement, au moins, il peut être oublié de vous-même. Et il n'y a pas d'autre moyen de vous oublier. Tout ce qui fait dans la vie confirme le soi. Son occupation, sa religion, ses dieux, ses guides, ses actions politiques et économiques, ses évasions, ses activités sociales, son adhésion à un parti et le rejet d'un autre. Tout cela confirme et renforce le soi. Autrement dit, messieurs, il n'y a qu'un acte dans lequel il n'y a pas de déclaration de soi. Et pour cette raison, cet acte devient un problème, n'est-ce pas? Lorsqu'il n'y a qu'une seule chose dans votre vie qui constitue une vie d'évasion suprême, de l'oubli complet de vous-même, même pendant quelques secondes, vous y êtes attaché parce que c'est le seul moment où vous êtes heureux. Tout ce qui est concerné devient un cauchemar, une source d'angoisse et de douleur. Et par conséquent,
Il est attaché à la seule chose qui vous donne un libre service complet, ce qui donne le nom du bonheur. Mais à cause de cet attachement, elle devient un cauchemar et veut ensuite être libre d'elle, ne veut pas être son esclave. Oui, encore une fois, par l'action de l'esprit, l'idée de chasteté, de célibat, et cherche à être célibataire, à être frappante, à la réfrigération, au déni, à la méditation, à travers les efforts religieux de toutes sortes, en tant que chose opérationnelle des opérations de l'esprit, afin de sortir du fait. Cela donne également un soulagement spécial à Will, qui essaie de devenir quelque chose, et nous tombons dans les griffes de la tribulation, de la perturbation, de l'effort et de la douleur. Le sexe dans ces conditions devient un problème extrêmement difficile et complexe, jusqu'à ce que l'on comprenne l'esprit qui pense au problème. L'acte lui-même ne peut jamais être un problème. Mais la pensée concernant l'acte crée le problème. L'acte prend soin de souligner et de vivre de manière liberté, ou de prendre une femme et de faire d'elle une prostituée. Et tout cela est apparemment très respectable et est satisfait des choses telles qu'elles sont. Le problème, bien sûr, ne peut être résolu qu'en comprenant l'ensemble du processus et de la structure de soi et du mien. Mon femme, mon fils, ma propriété, ma voiture, ma réalisation, mon bon succès. Tant que vous ne comprenez pas et résolvez tout cela, le problème du sexe continuera d'exister. Tant qu'il est ambitieux, politiquement, religieusement ou autre, tout en renforçant le soi, la pensée, l'expérimentateur, la nourrissant avec des ambitions, que ce soit en son propre nom, en tant qu'individu, ou au nom de la patrie, du parti ou d'une idée qui appelle la religion. Tant qu'il y a cette activité d'auto-expansion, elle aura un problème sexuel. Certes, y crée, nourrissez et se développe. D'une part et d'autre part, ravissez-vous, oubliez-vous, même un instant. Comment les deux choses peuvent-elles coexister? Votre vie est donc une contradiction. Affirmation de soi et l'oubli de soi. Le sexe n'est pas le problème. Le problème est cette contradiction dans nos vies. Et la contradiction ne peut pas être réconciliée par l'esprit, car l'esprit lui-même est une contradiction. Il ne peut être que la contradiction comprend pleinement tout le processus de l'existence quotidienne. Assister au théâtre pour contempler les femmes à l'écran, lire des livres qui stimulent les pensées, les magazines pleins de gravures nues, leur façon de regarder les femmes, les yeux furtifs qui vous fascinent, toutes ces choses stimulent l'esprit au tortueur. Soit, et en même temps il cherche à être gentil, délicat et tendre. Les deux choses ne peuvent pas marcher ensemble. L'homme ambitieux, spirituellement ou autre, ne peut jamais être sans problème. Parce que les problèmes ne se terminent que lorsque le soi a été oublié. Quand le soi est inexistant. Et cet état de non-existence du soi n'est pas un acte de volonté, pas de simple réaction. Le sexe devient une réaction. Et lorsque l'esprit cherche à résoudre le problème, cela ne fait que le rendre plus déroutant, plus dérangeant, plus douloureux. Ce n'est pas le problème, mais l'esprit est le problème. L'esprit qui dit que ce doit être la caste. Et la chasteté n'est pas chose de l'esprit. L'esprit ne peut que supprimer ses activités. Mais la répression n'est pas la chasteté. La chasteté n'est pas une vertu. La chasteté ne peut pas être cultivée. L'homme qui cultive l'humilité n'est certainement pas un homme humble. Il peut appeler sa fierté l'humilité. Mais c'est un homme fier. C'est pourquoi il cherche à devenir humble. L'orgueil ne peut jamais devenir humble. Et la chasteté n'est pas une chose d'esprit. Il ne peut pas devenir chaste. Vous ne connaîtrez la chasteté que lorsqu'il y a de l'amour. Et l'amour n'est pas une chose d'esprit. Ainsi, le problème du sexe, qui torture tant de personnes dans le monde, ne peut être résolu tant que l'esprit n'est compris. Nous ne pouvons pas arrêter de penser, mais cette pensée cesse dès que la pensée cesse. Et la pensée ne peut cesser que lorsqu'il y a une compréhension de l'ensemble du processus. La peur vient à l'existence lorsqu'il y a une division entre la pensée et la pensée. Quand il n'y a pas de réflexion, seulement il n'y a pas de conflit dans la pensée. Ce qui est implicite ne nécessite aucun effort pour être compris. La pensée est née à la suite de la réflexion et de l'effort pour mordre, pour contrôler ses pensées et les faire cesser. La pensée est une entité fictive.
une illusion de l'esprit. Lorsqu'il y a une réelle connaissance de la pensée comme un fait, il n'est pas nécessaire de penser au fait. Simple perception, sans choix, ce qui est implicite en fait commence à se révéler. Par conséquent, la pensée comme un fait cesse d'exister. Vous verrez alors que les problèmes qui dévorent nos cœurs et nos esprits, les problèmes de notre structure sociale, peuvent être résolus. Le sexe n'est donc plus un problème. Il a sa propre place. Ce n'est ni quelque chose d'impur, ni une chose pure. Le sexe a sa propre place. Mais lorsque l'esprit vous donne l'endroit prédominant, alors cela devient un problème. L'esprit attribue au sexe un endroit prédominant, car il ne peut pas vivre sans un peu de bonheur. Et c'est pourquoi le sexe devient un problème. Mais dès que l'esprit comprend pleinement le processus lui-même et n'existe plus, c'est dès que vous pensez